et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Adrien, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Très bien, on est à Annecy, c'est chouette. À la maison. Ça change de Paris et de Strasbourg pour moi. Ouais, on a des beaux studios ici aussi. C'est trop cool, merci à Ravision pour l'accueil. Carrément. Je suis allé courir autour du lac ce matin, c'est quand même magnifique comme endroit. Ouais, on a de la chance. Je comprends peut-être ton retour de New York. On va en parler, tu viens d'ici ? Ouais, j'ai grandi ici, je suis pas né ici, mais j'ai fait collège, lycée ici. Ok. Ensuite, je suis parti Bordeaux, Paris, Barcelone et après les États-Unis. Ouais. Excellent, tu vas nous raconter tout ça. Je t'ai contacté sur LinkedIn suite à un post où tu parlais de parapente et tu faisais le parallèle avec l'entrepreneuriat. Et moi, je suis fan de ces parallèles-là quand ils sont bien faits. Et j'avais vraiment aimé l'approche blocage mental que tu avais mis en avant. Alors, tu avais fait 240 km en parapente, ce qui est une bonne distance. Alors, je m'y connais très peu, mais c'est quand même une grande distance. Et tu disais que c'était quasiment impossible pour toi au début. Donc, tu as franchi cette barrière mentale et tu as fait ensuite le parallèle avec l'entrepreneuriat. Donc, ça, j'avais vraiment apprécié. Et ensuite, je suis allé voir ton profil et j'ai vu que tu as fait beaucoup de choses. Donc, voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bien sûr. C'est toujours la question la plus difficile pour moi, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Je fais plein de choses différentes. C'est un peu mon parcours, je viens du design à la base, du design et marketing. Je travaille dans la publicité en Europe, ensuite aux États-Unis. Et puis j'ai commencé à accompagner des startups dans la tech, en étant mentor dans des accélérateurs. Et puis après, j'ai monté mon agence. Première agence complètement remote, c'était il y a 10 ans. Donc avant Slack, tout ça, tu vois, c'était que des emails, un peu de MSN Messenger, pour ceux qui se rappellent. Donc agence digitale remote aux États-Unis, avec des talents de partout dans le monde. Et puis à côté de ça, beaucoup de sport. Je faisais de l'aviron ici, ensuite ça a été l'alpinisme, le trail, le parapente, l'escalade, voilà, beaucoup de choses. Avec un mode, on en reparlera sûrement, mais guerrier pendant beaucoup d'années. Je poussais à la fois au niveau boulot, professionnel, la carrière, l'agence, le sport, des 6000, des 7000, en parapente aussi. Okay. Et puis ensuite un retour en France où j'ai commencé à explorer d'autres manières de vivre, essayer de revenir dans quelque chose qui me respectait plus aussi, puis des enfants qui t'oblige à faire des choix. Et puis, janvier 2024, accident de parapente, je me casse une vertèbre. Donc, je passe pas loin de la punition fatale. Et donc là, c'était un moment, un déclic aussi pour remettre en cause plein de choses profondément, finalement, tout remettre sur la table et me dire, OK, de quoi j'ai envie maintenant ? Je sens que je finis un cycle, mon corps me dit, c'est bon, il y a un besoin de réalignement, littéralement. Et donc là, j'ai tout remis sur la table, et puis pour reconstruire quelque chose de nouveau, de plus aligné. Voilà, et aujourd'hui, j'aide les dirigeants, les entrepreneurs à faire ça, à mêler leurs envies, leur envie d'exploration, de jeu, de croissance, et en même temps de faire ça de manière aussi écologique pour eux et leur entourage. Et tu as repris le parapente depuis ? Ouais. Ok, donc pas de peur spécifique liée à ça ? Non, surtout que en fait, cet accident avait beaucoup de sens. Donc, pour moi, c'était un accident de vie. Ça n'aurait pas été le parapente, ça aurait pu être en voiture, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être la maladie. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu as compris le sens de ce qui t'arrive et que tu rebondis, que tu reconstruis par-dessus ça, il n'y a pas forcément une peur qui est accrochée. Parce que j'ai compris ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait, ce que j'avais envie d'en faire. Donc voilà, aujourd'hui, je fais du parapente toujours, sûrement un peu de manière différente, mais ouais, toujours autant de sport. Ok, je veux bien qu'on revienne à la période où tu disais que tu étais en mode guerrier, performance à tout prix, et j'imagine que tu t'es cramé aussi là-dedans. Plusieurs fois. Quelle était ta vie à ce moment-là ? Alors, c'est à partir du moment où tu as lancé ton agence, là tu étais déjà parti à New York parce que tu as vécu aux États-Unis ? Ouais. C'était à ce moment-là que... Non, déjà avant. Déjà avant. Okay. Déjà avant, dès que j'ai commencé en fait à me sortir, à commencer à mon école de design, j'ai vraiment commencé à aller à fond parce que j'avais envie de prouver plein de choses. À moi-même, au monde, j'avais envie de réussir, double, triple guillemets, au niveau matériel et de prouver que j'étais capable.
Donc je m'y suis mis à fond. Et puis j'avais l'éducation du sport, donc je faisais de l'aviron ici à haut niveau, on s'entraînait tous les jours. C'était, tu sais, les phrases « on s'écoute pas, on y va à fond ». J'ai appris à finir dans la tente, tu vois, avec les médecins, quoi. Donc j'ai réutilisé ces comportements-là, ces programmes internes que j'avais installés en moi. Et donc j'ai réutilisé ça et j'y suis à la fond. Puis ça a eu des avantages, des inconvénients. C'est pas bon ou mauvais, ça a toujours deux côtés, deux faces, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est intéressant parce que tu as un profil plutôt design à l'origine. Et j'ai rarement rencontré des designers entrepreneurs, mais vraiment entrepreneurs comme tu l'es. Ça vient d'où chez toi puisque... Alors, c'est en plus une réflexion que j'ai en ce moment. Je pense que je suis designer au sens concepteur, architecte. J'aime beaucoup la notion d'architecte. C'est-à-dire que... et entrepreneur, c'est assez similaire. Tu designes ta vie. Tu es architecte de ta vie. Donc, tu vas aller chercher des éléments, construire au fur et à mesure. Alors, j'ai fait du design parce qu'en fait, dès mes 10-11 ans, je faisais du développement. Je codais, je construisais des ordinateurs, etc. Et puis, j'ai vendu mes premiers sites internet à 14-15 ans. C'était hyper moche. Donc, je me suis dit, OK, on va explorer le design pour que ça soit mieux. Donc, j'ai commencé le design, j'ai découvert le marketing. Et tu tires les fils comme ça. C'est là la notion d'explorateur dont on parlait. Tiens, là, ça me fait vibrer. Je sens que ce chemin, il m'appelle, qu'il pourrait être utile. J'y vais. Et donc très vite, design, marketing, entrepreneuriat et finalement l'agence. Donc ça a été ce côté designer, il est toujours là de manière plus large. Comment je design la vie que j'ai envie de vivre, comment je mets en place les systèmes qui sont performants, utiles pour vivre ce que j'ai envie de vivre à 5, 10, 15, 20 ans. Ok. Tu l'as monté, tu étais arrivé à combien de personnes? Quelle taille de chiffre d'affaires à peu près avec cette agence? On a passé le million, une trentaine de personnes avec un mix. C'était un modèle hyper hybride. Maintenant, ça se fait beaucoup depuis le Covid, mais avec des plein temps, des remotes, des freelances. Il y avait des gens dans le monde entier. Donc c'était un modèle qui était complètement hallucinant il y a 10 ans, et puis maintenant qui se démocratise un peu plus. À l'époque, tu devais passer pour un fou un peu, hein, de ne pas avoir de bureau, tu sais, et de faire des apéros en visio ou des réunions en visio, enfin tout en visio, quoi. C'est spécial. Hein. En Europe, oui, en France, je me rappelle un rendez-vous, j'étais dans les French Founders à l'époque, je me rappelle d'un rendez-vous à Genève avec une directrice d'école pour entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Et je lui explique, et je voyais dans ses yeux, tu vois, l'erreur 404. Mais attends, je comprends pas, mais tu rencontres pas tes clients? Non, la plupart, non. Ah, mais... et les équipes, comment tu fais pour gérer ce qu'ils font? On se fait des visios, je vérifie le travail. Ok. Et du coup, tu rencontres pas tes clients. C'est fou, ouais. C'était vraiment un truc, alors qu'aux États-Unis, on était en pleine période à New York, lancement de WeWork, donc toutes les startups dans des bureaux un peu pourris, ils n'avaient pas du tout envie qu'on se rencontre. Ils n'ont pas le temps, de toute façon. Et puis, il y a une notion de lean qui est complètement différente aux États-Unis. Voilà le devis, ok, boum, je te fais un Venmo, je te paye la moitié. On livre, tu travailles les 4 prochains jours, la prochaine semaine, on livre, on paye le reste. Il n'y a pas de discussion pendant 4 mois Pas un devis, contre-devis, on se rend compte, on boit un café, on en parle, ensuite tu me fais une facture à plus 30 jours, etc. Pendant ce temps, le projet aux États-Unis, il est fait livrer. Quoi. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais en tout cas, c'est une option, c'est un comportement qui est possible, et quand c'est nécessaire, c'est hyper utile de pouvoir l'avoir. Mais ok, on va parler de mental et de coaching évidemment, mais je veux bien, ça m'intéresse énormément quand même, ces parallèles France, États-Unis. Et en fait, j'essaie quand même de comprendre pourquoi là-bas tout va plus vite. Et ça, c'est une des raisons. Et toi, pourquoi t'es parti aux États-Unis d'ailleurs? J'ai eu... c'est une histoire fondatrice dans mon parcours. J'étais en école de design à Paris, à l'ECV. Je travaillais déjà. J'allais sur mon année de master. Je travaillais pour Fred et Farid et en freelance. Et j'avais envie de bouger. J'étais arrivé au bout du truc. C'est une très belle agence, Fred et Farid. Ouais, super agence. J'étais notamment au début avec Eddie Henson, la première. C'était au début du digital. On pensait encore qu'il y aurait une agence digitale et une agence tradi. Maintenant, c'est plus du tout le cas, mais c'était comme ça. Et j'avais envie de bouger, j'avais envie de voyager. J'étais gourmand d'exploration. Et donc, un jour, je me dis, OK, passage à l'action. Je trouve la liste des 100 plus grosses agences dans le monde.
Je passe des heures à récupérer tous les emails. Okay. Je fais une campagne email. Encore une fois, hein, on n'était pas à l'époque de l'Emlist, etc. Tu vois, ça n'existait pas. Exactement. Donc, je récupère tous les emails. J'envoie mon portfolio. Voilà mon portfolio. J'ai envie de travailler avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai 2 réponses positives. Okay. Une à Sydney et une à New York, Moser, agence de pub légendaire. 2 semaines plus tard, j'ai abandonné l'école et je partais là-bas. Wow. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est la réaction des élèves. Ils étaient choqués que je parte. Tu vas pas avoir ton diplôme, etc. Ouais. Je partais pour Moser New York. Ouais, en fait. Tout le monde, personne ne connaît dans le monde le CV Paris. Tout le monde connaît Moser New York. Ouais. L'expérience, c'était incroyable. Je partais à New York. Et là, je me suis rendu compte des freins psychologiques. Ça a commencé là. C'était évident. Dans ma vision, hein, ça c'est ma vision du monde, si tu valorises plus ton diplôme, la sécurité de ton école de design à Paris, mais très locale, versus une expérience internationale, un voyage, une ouverture d'esprit, déjà, ton aquarium, comme dit Nicolas Aignan, ta carte du monde, ton territoire du monde est vachement plus limité. Complètement. Voilà. Et ça, c'était un des déclics assez forts. Et donc, tu arrives aux États-Unis, j'imagine, là, gros changement de tout, de rythme de vie, alors que ce soit pro, perso. J'imagine qu'il y a toute l'histoire de trouver un appart, tout ça. Ouais, mais tout ça, ça se fait tout seul. Et surtout, il y a un mal-être personnel qui s'est levé. Pendant des années, je me suis senti au mauvais endroit et tiraillé entre des comportements qui étaient évidents pour moi, d'ambition, d'exploration. Je lançais des assos, je faisais des projets, des voyages. Et à côté, un feedback négatif de plein de personnes. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? T'as trop d'ambition, t'as trop ceci, t'as trop cela. Ça leur faisait peur quelque part, non? Indirectement aussi, peut-être. Sûrement. Mais je prenais ça me touchait. Surtout, c'est une époque, jeune adulte, tu te poses des questions. Est-ce que je fais pas trop, etc. Et je suis arrivé aux États-Unis et là, à New York. Et c'était. Sans revivre, quoi. Wow. Okay. Tout le monde t'encourage, tout le monde apprécie, tout le monde prend. Et encore une fois, c'est pas tout rose, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais là, j'ai pu prendre ma place. Et puis, il y avait la distance géographique, je pense, qui a joué, où j'étais loin de tout ça, un peu pouvoir créer une nouvelle vie et d'être accepté pleinement. Et là, ça a été le déploiement total. En un an, des tonnes d'awards dans le digital et des projets dans tous les sens. Ça a été vraiment J'ai eu la chance de vivre ça, en fait, d'avoir ce feedback positif de la vie là-bas, en me disant, en fait, quand tu te déploies pleinement, quand tu te lâches, bam, il y a un retour énorme. Ça, c'était ma grande chance, c'est de pouvoir vivre ça. Et donc, derrière, de ne pas être en lutte avec ça. De juste, OK, je l'ai vécu, ça, on ne me l'enlèvera pas, quoi. C'est hyper intéressant, ce côté, justement, cette expression « je me lâche pleinement ». Ça bloque énormément de personnes. Tu vois, là, j'ai lancé un podcast. Ça a été difficile au début. Et en fait, maintenant, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Et après, tu vas toujours plus loin. Maintenant, je vais lancer des vidéos. Et en fait, pour d'autres personnes, ça va être d'autres blocages. Donc, on va aller là-dessus. Toi, en tant que coach, alors première question, tu as découvert tout ce qui est développement personnel aux États-Unis, j'imagine? Ouais. Alors, développement personnel au sens noble du terme, parce que malheureusement, en France, tu vois, parfois ce terme est mal connoté, mais donc tu as découvert ça aux États-Unis? Ouais, en me cramant. Ouais, ok. Tout simplement. Je veux bien que tu nous racontes ça. Je travaillais, j'avais l'agence, je faisais 3 mois à fond, mais c'était à fond tous les jours, 10-11 heures de boulot. Je me levais, boulot jusqu'au soir. Un jour sur 2 footing, un jour sur 2 escalade, les dimanches un semi, tu vois le genre. Et tous les 3 mois, je partais 2-3 semaines en Amérique du Sud faire un 6000 ou un 7000. Ok. Donc génial, tout marchait bien. Par contre, je tirais à fond et c'était les bonnes années pour le faire. Hein. J'ai aucun regret. C'est les années, j'avais une caisse incroyable, j'étais à fond. Et puis au bout d'un moment, tu vois que ça commence à plus aller, tu te blesses, tu perds des choses, tu fais des erreurs. Et là, j'avais aucune clé. Je savais pas du tout, mais tout ce monde m'était complètement inconnu. Je venais du sport, tu vois, programme d'entraînement, on suit les étapes, action, bim bam boum. Et si tu souffres, c'est pas grave, ça fait partie du process, quoi. Il faut souffrir. Il faut souffrir, justement. Si tu veux réussir, il faut souffrir. Exactement. Si tu souffres pas, c'est que tu pousses pas assez fort. Ouais.
Et donc, j'avais aucune clé. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait une pause. J'ai arrêté tout 3 mois, toute la boîte. Et puis, je me suis posé des questions. Je suis allé voir dans le pranayama, dans la méditation, dans le yoga, dans la kinésio, dans les énergies. J'y suis allé à fond, évidemment, aussi. Ouais. Ce côté performance, tu l'as encore même là-dedans, quoi. Exactement. Ça m'a permis, en un temps assez court, de voir plein de choses et puis d'avoir des déclics très forts. Et derrière, j'ai ajusté. Pour être clair, j'étais à la limite du burn-out quand j'ai eu ce déclic. Donc, c'était un déclic, mais aussi... là, si j'arrête pas maintenant, si je fais pas une pause, je vais tout faire exploser. Et donc ensuite, j'ai reconstruit de manière plus saine. Je suis rentré dans un nouveau cycle. Après, je suis rentré en France. Il y a eu la paternité qui m'a de nouveau challengé de manière très forte. Parce que tu as des nouvelles injonctions de sécurité, voilà, avec ta famille, pour les nourrir, être parfait avec tes enfants. Exactement. Le retour en France aussi, ça m'a ramené à certaines peurs et croyances. Et donc, j'ai recommencé un cycle d'exploration, de questionnement. Voilà, et ça m'a amené aujourd'hui, ça m'a amené jusqu'à l'accident. Ouais. Donc, c'est jamais quelque chose de parfait, boum, tu as la solution et ça y est. C'est des cycles et tu revis encore et encore, mais chaque fois un peu différemment, de manière un peu plus légère. Et tu vas un peu au niveau suivant, tu vois. Et donc, ça débloque des clés encore plus profondes, je sais pas, mais complètes. Et aujourd'hui, j'aime bien cette notion de seconde montagne. C'est ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de partager ça aux entrepreneurs, aux dirigeants. Peut-être de leur éviter de se casser une vertèbre ou d'arriver au burn-out. D'aller jusque-là, quoi. Ok, donc là, tu as coaché à peu près 350 dirigeants, j'ai vu J'ai accompagné, alors coaché, je ne suis pas hyper fan du mot parce que c'est connoté, mais j'ai accompagné au moins 350 dirigeants sur les dernières années avec différents outils. Parfois, c'était très opérationnel. J'ai été beaucoup comme CMO part-time avec Itro à Paris. Et j'accompagne le dirigeant avec du marketing, mais finalement, très vite, on voit ce qui bloque, c'est le facteur humain derrière. C'est les limitations, les croyances du dirigeant. Oui, donc ça, c'est pas les techniques marketing, finalement, les logiciels, tout ça. Exactement. Ça va être toujours l'alignement derrière, ses propres croyances, son énergie. Donc, en fait, j'entrais par le marketing, mais finalement... Tu finissais coach. Voilà, je faisais du coaching, mentoring. J'aime bien aussi cette casquette de mentoring. Parce que j'ai monté plus de 5 boîtes en France, aux États-Unis. Je suis investisseur aussi. Donc, je peux me permettre, alors de manière très claire quand je communique avec une personne, mais de switcher entre différentes casquettes selon l'objectif. Et donc, je choisis le bon outil, la bonne casquette. Chez les dirigeants et dirigeantes que tu accompagnes, c'est quoi les freins et les blocages mentaux que tu vois le plus, les plus courants ? Tu as parlé de perfection, c'en est un fort. Il y a des injonctions, le soit fort, soit parfait. Ça, c'est des injonctions qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs, les dirigeants. C'est des drivers aussi, ça les a permis d'arriver là où ils sont. Mais au bout d'un moment, ça devient contre-productif. Donc ça, c'en est un très très fort. Et puis après, il y a aussi le passage à l'action. Tu en as parlé avec le podcast. Une idée qui nous fait envie et là on n'y va pas, on passe pas à l'action et on trouve plein de bonnes raisons, on procrastine, on joue petit bras aussi, on va faire un petit truc comme ça. Ça c'est quelque chose que je vois beaucoup. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, derrière la procrastination ? La peur. Peur, alors c'est un vaste sujet mais souvent peur et non-alignement, c'est-à-dire que j'y vais parce qu'il faut que, et là il n'y a pas d'énergie. Si tu n'as pas une vision pour aller plus loin, pour dépasser ses limites, il te faut une vision qui te mette en énergie. L'énergie, elle est tout le temps là. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants qui me disent « je suis fatigué, je n'ai pas l'énergie ». Je leur dis là, si tu as un coup de fil de l'école et on te dit qu'il y a un problème avec ton gamin, qu'est-ce qui se passe ? Je me lève, je cours, je saute dans la voiture, j'y vais à fond, etc. C'est clair. Donc tu as de l'énergie. Ouais. Par contre, c'est un peu comme une cheminée bouchée, il n'y a pas d'appel d'air. Et donc, c'est important d'avoir cette vision à 5, 10, 15, 20 ans, mais une vision x10, x50, pas pour le toujours plus, mais pour débloquer cette énergie, la rendre accessible pour quelque chose qui te donne envie, une aventure que tu as envie de vivre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mode explorateur. Quand tu as toutes ces envies-là, l'énergie arrive, les solutions arrivent,
et il n'y a pas de procrastination. C'est un message, cette procrastination. Il y a un truc qui est... Soit il y a une peur, soit il y a un truc qui n'est pas vraiment aligné. Ok, intéressant. Et toi, tu aides les dirigeants et dirigeantes justement à choisir aussi les bons focus? Ouais, les bonnes actions, effectivement. Okay, ouais. Après, tu peux faire plein de choses. C'est là plus la casquette mentor. C'est que je vais pouvoir te guider. Écoute, moi, j'ai essayé ça, ça, ça. Mon feedback, ça serait peut-être d'être plus là, là et là. Après, tu fais ton choix, mais ça fait gagner du temps. Ok. Et dans les dirigeants que tu as accompagnés, parce qu'on a toujours un peu cette image aussi, tu sais, des fondateurs ou des chefs d'entreprise qui, en fait, n'ont peur de rien. Et en fait, quand tu regardes un peu dans les coulisses, il y a beaucoup plus d'appréhension et de stress. Comment tu les aides aussi à tu vois, canaliser ce stress et à le transformer en bon stress, parce qu'on a beaucoup ça en sport. Est-ce que tu aides aussi justement à transformer ce stress en quelque chose de positif, quoi? Ouais, complètement. Moi, j'ai toujours pas rencontré un entrepreneur ou un dirigeant qui a pas de doute, quoi. Qui a pas de doute, pas de stress et qui est juste trop fort et tout est facile. Ça n'existe pas. Ouais. Et puis, en tant qu'entrepreneur, il y a ce mythe du guerrier, c'est-à-dire pourquoi tu choisis la vie d'entrepreneur? Bah, c'est pas pour que ce soit facile. Tu prendras autre chose sinon. C'est clair. Tu prends ta vie d'entrepreneur parce que tu apprécies les challenges, tu apprécies les aventures, tu apprécies la variété des explorations. Et tu sais que ça vient avec un lot de difficultés. Par contre, la difficulté, il y a deux manières de la prendre. Soit en posture de victime, soit en prenant complètement ta responsabilité et en la voyant comme une étape nécessaire à. Je pars en montagne, je vais au Mont Blanc, il y a plein de neige. Ah, mais j'ai pas de chance, il y a neige, ça va être trop dur, je sais pas si on va y arriver, etc. Et là, tu es dans la souffrance. Soit il y a la neige, ah ben, génial, je vais développer une nouvelle compétence, génial. Et ça aura encore plus, le chemin va être encore plus spicy. Génial, on va pouvoir utiliser telle technique que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais par contre, ton état intérieur, il change complètement. Ton énergie face à ça change complètement. La fracture de ma colonne vertébrale, quelques secondes après l'impact, je me suis dit, littéralement, super, enfin, je vais pouvoir faire le point, m'arrêter, tout remettre sur la table. Donc, quelque part, j'étais déjà en réussite, malgré avoir une fracture dans le dos. Parce que c'était pas, ah mince, ça va me ralentir, et puis je vais pas pouvoir faire ceci, je vais pas pouvoir faire cela. C'était en au printemps, j'allais pas faire de parapente pour un moment, pas de ski. Tout ça, je l'ai même pas vu. Par contre, j'ai vu l'opportunité qu'il y avait. Bon, je pense que tu étais aussi content d'être en vie. De ce que tu nous as raconté là dans l'introduction, c'était vraiment chaud, quoi. Je t'avoue que j'ai pas perdu connaissance. J'ai vu l'accident arriver, j'ai réagi. Il n'y a pas eu ce moment-là. Il n'y a pas eu de moment. Il y a eu un moment d'appréhension quand j'ai compris que c'était foutu. Et ensuite, tu es dans l'action. Et ça, je pense que ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'une grosse partie de la souffrance, elle est dans l'histoire qu'on se raconte sur ce qui peut se passer, ce qui va peut-être arriver. Et là, on souffre par rapport à ça. Par contre, quand tu es dans le moment, en montagne, on le vit beaucoup. Quand tu es dans le moment tendu, le crux, il n'y a pas de peur. Ouais, il faut agir. Il y a un surfocus, un hyper-focus. Je fais ça, je me déploie pleinement. Et c'est une grosse partie de mon travail, c'est d'arriver à créer un environnement pour que tu puisses être en hyper-focus un maximum de moments dans ta journée. Hyper intéressant, tu vois, parce que j'ai fait une sortie alpi un peu plus engagée que je fais d'habitude. Et à un moment, j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais en fait, de toute façon, même si t'as peur, là, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Tu vas pas rester là sur la paroi pendant 3 jours, tu vois. Complètement. Donc c'est un peu ce que tu dis aussi, mais en entrepreneuriat, on a aussi beaucoup ça. Tu sais, ces moments où il t'arrive quelque chose, ça peut être n'importe quoi, je sais pas, des clients qui râlent, un concurrent qui arrive et qui sort un produit de dingue et qui va te prendre la moitié du marché. Mais si tu restes béat face à ça, il se passera rien, quoi. Exactement. Donc toi, ton rôle, c'est aussi en tant que sparring partner un peu de piquer et de dire alors bouge-toi et fais quelque chose, quoi. Exactement, et puis de voir différemment. Moi, j'utilise beaucoup la PNL, si ça te parle, comme outil. On appelle ça du recadrage, c'est-à-dire que
ton histoire, ton fonctionnement va faire que tu vas voir les choses d'une certaine manière. C'est les lunettes qu'on a tous. Ouais. Et c'est difficile de faire autrement, parce que ces lunettes, elles sont intégrées, c'est dur de les enlever. Par contre, en tant que mentor ou coach ou ce que tu veux, mon boulot, ça va être de te dire comment on le regarde différemment. Comment on fait un petit pas de côté pour que ça te serve. Parce que très souvent, la manière qu'on choisit, un peu malgré nous, de voir les choses, nous dessert. Complètement. Et donc, un pas de côté pour le voir un tout petit peu différemment, d'une manière qui nous serve, qui soit utile à atteindre nos objectifs. Ça ne change pas le réel, hein. Ce n'est pas une pensée magique. La galère, elle est toujours là. Ouais. La fracture, elle est toujours là. Le moment chaud en alpi, il est toujours là. Par contre, comme je change un peu mon point de vue, mon état intérieur, il change. Et donc, j'accède à tout mon potentiel pour avancer, pour trouver la bonne solution. Donc, je maximise mes chances de réussite. On est assez inégaux quand même face à ça, justement, cette perception. Tu vois ces personnes qui, face à un problème, vont s'écrouler, en faire tout une catastrophe. Une montagne. Une montagne, le mot est très très bien choisi. Comment tu fais pour vraiment débloquer ce point-là? C'est-à-dire que tu mets des faits très concrets sur la situation pour montrer que ça peut tu peux le voir autrement. Ça, alors c'est pour ça que j'adore la PNL. Ouais. En plus, comme je te disais, quand j'étais petit, je faisais du code. Ouais. J'adore ce côté protocole. On suit des étapes, bam, on arrive au résultat. Ouais. Si on n'arrive pas au bon résultat, on revient en arrière, on change quelques lignes de code et on voit si on arrive. Et on teste comme ça. Et pour répondre à ta question, c'est un muscle. Ça se muscle. Tu ne deviens pas résilient, c'est un peu le mot derrière, comme ça. Tu deviens résilient avec des petites choses au quotidien et petit à petit, tu as musclé ça et donc c'est possible avec des plus grandes choses. Et donc souvent, je pense qu'on essaye tout de suite de se dire ça c'est un gros truc, c'est dur, je vais rebondir. Mais si tu rebondis jamais au quotidien, que tu as développé une habitude de voir les choses d'une manière qui te desserve, le jour où il y a un gros truc, tu ne vas pas y arriver plus, quoi. Ouais. Donc j'utilise plein de méthodes différentes. En général, je vais aller chercher un comportement facile de la personne. Si tu es très bon à voir les choses d'une manière utile, par exemple en entrepreneuriat ou en sport ou avec tes enfants ou en course à pied, je vais utiliser ça. Tu m'as dit que tu as couru 3 heures ce matin. Donc ça, c'est-à-dire que tu as une énorme force de recadrage en course à pied. Pourquoi ? Parce qu'à chaque pas, tu es capable de te convaincre que c'est une bonne chose pour toi d'être en train de faire ça. Mais ça, c'est une histoire que tu te racontes. Il y a plein de gens qui se disent, mais courir 2 heures, 3 heures, mais c'est horrible. Donc, tu as une force de recadrage. Donc, je peux utiliser ça pour l'entrepreneuriat, pour la famille, pour l'objectif que tu vas atteindre. Okay. On peut faire des parallèles entre la difficulté que tu vas rencontrer demain en business avec la petite cote que tu as rencontré en trail. Okay. Et ça, c'est des comportements, on va pouvoir tisser des liens. Il y a plein de techniques. La modélisation de l'excellence, c'est une technique qui marche très fort aussi, de prendre quelqu'un qui est déjà passé et d'aller modéliser ses comportements. Si tu adoptes les mêmes comportements que cette personne, il y a de grandes chances que tu obtiennes les mêmes résultats. Donc à partir du moment où tu as quelqu'un qui est déjà passé par là, pourquoi pas toi ? Ça, c'est intéressant, ouais. Cette histoire de modèle, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de biais et de, comment dire, c'est plus des questions de justice sociale. Je m'intéresse aussi un peu à ça en ce moment sur les études, l'entrepreneuriat. Complètement. Quand tu as des modèles, en fait, c'est quand même beaucoup plus simple. Je sais pas, tu as un père ou un cousin qui a fait HEC, il va te dire, tu peux passer par là, c'est quand même pas mal. Bien sûr. Après, tu as une tante qui a créé une boîte, tu vas dire que ça va être un modèle sur lequel tu peux t'appuyer. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que tu vois, t'arrives à trouver à chaque fois des modèles pour chaque typologie d'entrepreneur que tu suis, auxquels ils arrivent à se raccrocher, mais il y a aussi parfois ce biais où ils vont se dire oui mais lui il doit être très bon, ou lui il est excellent, moi j'arriverai pas à faire la même chose que lui, tu vois. Ces croyances là déjà on peut les challenger, on peut les modifier, on peut en mettre de nouvelles. Des croyances, c'est une histoire qu'on se raconte. Mais tu choisis l'histoire que tu veux te raconter. Dans tous les cas, on fonctionne d'histoire en histoire. Donc c'est juste de mettre de la lumière, en fait, s'éloigner un peu et de se dire, tiens, voilà les histoires que je crois vraies et qui mettent en mouvement. Et peut-être que celle-là, en fait, elle m'a servi pendant un moment de ma vie et là, elle ne me sert plus. Okay. Et donc on va aller
modifier ces histoires ensemble. Ensuite, sur les géants, moi j'appelle ça les géants, c'est extrêmement important. Il y a une photo que j'adore. Les géants, c'est les modèles? Ouais, les modèles. D'accord, ouais, okay. Ouais. Il y a une photo que j'adore d'un super joueur de foot, j'ai perdu son nom là, et, qui est une superstar aujourd'hui, et qui est sur son lit. Et il a 10 ans à l'époque, ou 12 ans. C'est Mbappé, Mbappé. Dans le poster de Cristiano Ronaldo. Ouais, il est dans sa chambre, et tu vois, il est comme ça. Et il est entouré de posters de Ronaldo, de tout le monde de ces gens. Et aujourd'hui, c'est lui le géant. Et je trouve que dans cette photo, il y a tout. C'est qu'en regardant vers le haut, vers ces géants, en te disant que c'est possible, qu'ils sont passés par là, et en ayant comme croyance que si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire, c'est une croyance, bah alors là, tu te rends compte que ces deux choses ensemble, ça devient hyper utile pour avancer dans ta vie, quoi. Ouais. Toi, tu avais des modèles? Plein de modèles. J'ai toujours une liste de 10 modèles qui évoluent. Okay. Des modèles sur la paternité, sur le couple, sur l'entrepreneuriat, sur le sport. Et puis, je prends juste ce que j'ai à apprendre. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Mais tiens, là-dedans, cette personne, dans telle part de sa vie, ça m'inspire. Okay. Je regarde, je me documente. Tu essaies de le rencontrer parfois? J'essaye de le rencontrer. Les podcasts, c'est super pour ça. C'est génial. Voilà. C'est pour ça que je le fais aussi. Ouais, et puis aujourd'hui, avec YouTube, etc., les réseaux sociaux, tu peux vraiment suivre quelqu'un, entendre tout ce la personne à dire. Ouais. Je vais trouver les livres, etc. Donc, il y a plein. Et on le fait naturellement, ça. Par exemple, tu vois, quand tu commences l'alpinisme, tu vas aller prendre les livres, écouter les histoires, tu vas regarder des films, tu baignes là-dedans. C'est hyper important de baigner là-dedans. Pourquoi ? Parce que tu vas habituer ton système nerveux à cette nouvelle réalité. Si tu passes ta journée à regarder des films de gens qui grimpent le Mont Blanc, mais tu as déjà en partie grimpé le Mont Blanc. Tu as vu tout le chemin, tu as vu comment ils font, tu as vu leurs mouvements, leur manière d'être, leur langage. Tu es déjà beaucoup plus proche de ton objectif que si tu arrives et que c'est juste une idée. C'est marrant que tu parles de ça. Il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, j'ai fait Chamonix-Zermatt avec ma copine. Et j'ai regardé je sais pas combien de vidéos avant. Ça me faisait un peu peur de faire autant de jours de ski rando à ces altitudes, parce que moi c'était vraiment... je viens de Strasbourg, donc niveau 0, quoi. Bien qu'il y ait les Vosges à côté. Mais non, c'est vrai que c'était enchaîner ces jours-là, ça m'a fait peur. Et en fait, c'est marrant, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai regardé je sais pas combien de vidéos YouTube de personnes qui ont fait Chamonix-Zermatt. Et quand j'étais dedans, je me disais, ah bah oui, ils sont passés par là, je me souviens. Enfin... Tu vois, j'ai vu des personnes pas beaucoup plus athlétiques que moi le faire. Je me suis dit, bon, si je peux le faire, tu vois. Et tu vois, et ça, c'est mécaniquement, ton système nerveux, il se détend. Ouais, exactement. Ouais. Parce que j'ai des informations, je compare, je prends. Et donc, comme ton système nerveux, il est plus détendu, tu as plus accès à ton potentiel. En entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu arrives à un rendez-vous, un meeting de négociation, que tu connais la personne, que tu as vu sur les réseaux sociaux, que tu as vu comment elle parle, la manière dont elle s'exprime, en plus de ça, si tu es monté en compétence sur les techniques de miroir, des techniques de PNL, etc., ton rendez-vous, ton stress, il va être très bas et tu vas pouvoir t'employer pleinement. Ouais. C'est ça, tu vois, on est presque plus dans du coaching, entre guillemets, mais on est vraiment dans des soft skills, dans comment j'utilise une boîte à outils pour atteindre mon potentiel le plus grand, le plus plein possible. On a parlé en off, mais justement, exploiter ce potentiel à 100%, quelque part, ça veut dire performer. Est-ce que tu penses qu'on peut aligner performance et bien-être réellement, puisque toi, tu as un sport de haut niveau en plus. On a l'impression que tous les sportifs ont fait quand même beaucoup de sacrifices et ont souffert. Mais est-ce qu'on peut réellement, tu vois, même en entrepreneuriat, faire coïncider les deux, quoi. Ouais, je pense que oui, j'ai navigué, ça a été une question pendant très longtemps. Est-ce que j'enlève cette performance ? Je me focalise sur accepter ce qui est... J'ai essayé, j'ai exploré ça, j'ai côtoyé plein de gens qui vivent aussi avec cette philosophie. Et finalement, je crois qu'il y a aussi une performance, il y a un espace avec de la performance saine qui existe. C'est une ligne de crête. Et la ligne de crête, par définition, c'est une danse. Tu es toujours un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Jouer avec cette crête de tiens, là, j'y vais, là, je me mets un peu dedans. Peut-être que je mets même un peu du mode guerrier parce que je sens que ça va m'aider. Et j'en mets peut-être le moins possible. Et dès que je peux, je ressors. Et je réactive mode explorateur.
avec du jeu, avec de l'envie, avec des découvertes. Et puis, là, il y a une petite action, peut-être, tu vois, un crux, un petit mouvement un peu difficile, une petite étape à passer, j'y vais. Mais ce n'est pas le seul outil dans la boîte à outils. C'est un des outils. Et je pense que oui. Et d'ailleurs, je pense, pour aller plus loin, je pense que la vraie performance, dans les géants que j'ai, qui performent de manière hallucinante, ils ont réussi à performer grâce à ça, en reconnectant à eux-mêmes, à leur identité profonde, à leur sens profond, en utilisant des outils, en connaissant leur système nerveux, leur mental et leur corps de manière parfaite. C'est Marchand, le nageur, qui était à 2 doigts d'arrêter. Complètement. Il était en mode guerrier à fond. Il disait il n'y avait pas d'intérêt s'il n'y avait pas de victoire ou de médaille. Je ne prenais pas de plaisir s'il n'y avait pas ça. Donc, tu vois, course à l'objectif, guerrier à fond. Donc, je n'ai pas pourfendu le truc. Je ne prends pas de plaisir. Et puis, il s'est cramé. Et il a retrouvé du sens. Il a reconnecté avec... Non, mais en fait, moi, j'adore nager. Le reste, c'est cool, c'est bonus, mais j'adore nager. Et à partir de là, bam, performance hallucinante. Mais prendre du plaisir, c'est un point essentiel dans tout ce qu'on fait. Quand on crée une boîte, moi j'étais beaucoup là-dedans. Il fallait que je souffre pour réussir. Je pense qu'on avait à peu près les mêmes croyances. Et en fait, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, sinon on ne tient pas à long terme, quoi. C'est ça. Et ok. Et en tant qu'investisseur aussi dans des startups, à quoi tu reconnais toi des bons et des moins bons entrepreneurs? Je vais pas dire mauvais, c'est dur. Comme les chasseurs, quoi. Tu sais. C'est ça, les bons et les mauvais chasseurs. Il y a un truc que je regarde, j'aime bien parler de ça parce que ça contraste avec peut-être une grosse partie de la mentalité française. J'investis que dans des startups et des fondateurs qui ont échoué. Qui se sont ramassés parce qu'ils ont développé des compétences et un recul qui est pour moi nécessaire pour une vraie réussite que j'ai jamais trouvé chez quelqu'un qui s'est jamais rétamé, quoi. Donc ça, c'est un critère qui est essentiel pour moi. Ça, c'est ton expérience américaine, je pense, qui t'a appris ça, puisqu'en France, on a du mal encore avec ça. C'est une notion de l'échec. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'expérience américaine avec le sport. Le sport, tu es tout le temps en échec. Tu vas tout le temps chercher ton échec physique. Tu vas au bout, tu vas à la limite, tu vas voir où est-ce que... et tu rates beaucoup de choses tout le temps. Et tu rates tout le temps. Hier, j'entends une phrase, la différence entre le rêve et la réalité, c'est une action. Donc un échec de plus, une action de plus, un test de plus. Donc ça, dans le sport. Et puis dans le code aussi. Quand tu codes, tu appuies sur entrée, ça marche pas. Mais ça marche pas plus souvent que ça ne marche. Exactement. Et puis tu as une petite information, une petite erreur, un code, un numéro. Ok, j'ai appris un truc, je reviens dans le code, j'ajuste. Et ça aussi, je pense que ça a formaté un peu une certaine vision où l'erreur, c'est trop bien. C'est marrant, j'ai fait le wagon, tu sais, pour apprendre à coder aussi. Et moi, avant que je fasse le wagon, je pensais que les développeurs, genre, ils tapaient pendant une demi-heure non-stop des trucs et que ça marchait tout le temps, tu vois. Et en fait, j'ai appris pendant le wagon que 3/4 du temps, juste, ça ne marche jamais. C'est ça. Et d'un coup, ça passe. Exactement. Exactement. Mais là, j'accompagnais un entrepreneur aussi, coach, qui vient du sport, c'est marrant. Et il y avait une grosse résistance sur la vente. Parce que jusqu'à là, il n'avait jamais eu besoin de faire de la vente, c'était tout en organique. Et là, il voulait passer un cap. Par contre, il y a une grosse résistance à vendre. Et une des peurs, c'était s'ils me raccrochent au nez, s'ils me disent non, etc. Je me dis, mais génial. Il va falloir que tu aies 99 non pour avoir un oui. Mais à chaque non, et ça c'est un recadrage de sens, perception, à chaque non, saute de joie. Va chercher le non. Appelle et tu te dis, je vais aller voir un non. Parce qu'à chaque non, tu te rapproches de ton oui. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le oui, il n'arrive pas à 99, il arrive à 25. Parce que tu es dans un état intérieur, tu n'es pas dans la peur. La personne ne ressent pas la peur au téléphone. Mais l'interlocuteur en face, oui, par contre. Voilà. Si tu arrives à cette peur-là. Et puis, techniquement, tu vas aller chercher les objections si tu vas chercher le non, ce qui est une des meilleures stratégies de vente. Tu es vraiment sûr que c'est le bon moment pour toi. Tu es sûr que le tarif, c'est pas trop pour toi. C'est génial, ça. Tu es sûr que l'accompagnement, il est vraiment aligné. Quand tu fais ça sur un call de vente, la personne en face,
elle va se sentir vraiment rassurée que tu aies donné cet espace de liberté, cet espace pour dire non, et tu convertis beaucoup mieux. Donc ça, c'est très concret. Sur le coaching, c'est c'est des idées comme ça, des belles phrases. Voilà, c'est très concret. C'est très concret, quoi. La vente, c'est souvent un blocage aussi en France. J'ai été commercial aussi, et c'est hyper intéressant ce que tu dis d'aller chercher les objections. Et effectivement, je pense que ça rassure. Et au lieu de le mettre sous le tapis et se dire j'espère qu'ils me demandent pas si le prix ou tu vois, c'est mieux d'aller directement. Bien sûr. Mais je pense que les Américains sont meilleurs là-dedans aussi, non? Enfin, j'ai l'impression de loin, tu vois, qu'ils sont plus vendeurs. Après, c'est une généralité, mais je pense qu'il y a moins de peur, effectivement. Et tu sais, il y a le rapport à l'argent en France est hyper complexe. Il y a pas si longtemps, on décapitait les bourgeois, donc forcément, ça laisse des marques. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Au contraire, ils ont un rapport à l'argent qui est beaucoup plus libéré, sûrement trop parfois, vu de ma fenêtre. Donc, ça permet, c'est un bon laboratoire de regarder comment ils font et de se rendre compte de ce qui est utile pour nous ou pas utile. C'est le mix qui est intéressant, c'est la ligne de crête dont tu parlais, en fait, c'est réussir à naviguer entre les deux. Moi, je pense qu'effectivement, ce côté trop américain où on parle tout le temps de l'argent et tout tourne autour de ça, ça va être fatigant aussi à force, quoi. C'est ça. Il y a deux, je trouve, accélérateurs en dev perso, potentiel humain, c'est travailler sur la vente, sa relation à l'argent, et travailler sur la prise de parole. J'accompagne plein de dirigeants aussi là-dessus. Pas forcément pour qu'ils deviennent conférenciers ou faire le Stade de France, mais par contre, c'est un bon miroir. Prendre la parole, c'est hyper difficile quand tu es à l'intérieur de toi avec tes croyances, tes peurs, tes jugements, c'est très difficile. Et donc de faire ce travail de prise de parole, ça permet de mettre en lumière tout ça, comme nous, on prend la lumière, et quand tu mets la lumière, tu es obligé d'affronter tu vois, ton nez, tes joues, comment t'es rasé, et puis à l'intérieur de toi, ce dont tu as peur, ton estime personnelle, ta confiance. Et ça, la prise de parole, c'est un super outil aussi pour aller explorer. C'est un super exercice. Et puis, pareil, en France, avec l'école, on n'a pas été habitué à ça. La peur d'aller au tableau chez nous. Et en fait, c'est la peur d'aller au tableau est la même que la peur de présenter quelque chose en entreprise, tu vois. Mais oui, exactement. Il y a des personnes qui s'effondrent. Moi, j'en ai vu dans mon expérience pro, pardon. Quand il faut présenter quelque chose, tu sais, en séminaire d'entreprise, il y a 50 personnes, c'est pas non plus... Mais des personnes qui s'effondrent, quoi, c'est dingue. Et ça, je l'ai vécu avec l'anglais, la langue anglaise. Pour moi, si j'avais une baguette magique aujourd'hui, que je pouvais changer un truc en France, ça serait ça. Ça serait notre rapport à la langue anglaise et à la prise de parole. Je regarde la télé de temps en temps et puis je vois les journalistes qui font des blagues sur... tel président ou telle personne qui parle anglais, qui a un accent et qui se moque de lui. Je trouve ça terrible. Alors qu'ils prennent le risque de le faire, quoi. Enfin, ils le font, quoi. Tu vois, ils le font déjà, et puis on s'en fiche. Tu te rends compte que les croyances que ça crée à l'école, au lycée, chez les adultes, ça veut dire quoi? C'est que je vois directement que je prends la parole, j'ai un accent, donc je suis ridicule, donc je suis risible. Là, clairement, ça bloque du potentiel. Ça bloque des chemins de vie potentiels. Donc les prochaines fois, tu vas moins t'exprimer parce que tu n'as pas envie de... Exactement. Alors que peut-être ce que tu as envie de vivre, ça peut se passer à l'international, ça peut se passer en langue anglaise. Quand je suis parti à Moser, je me rappelle, j'ai fait l'entretien, mon anglais était terrible. Quand je travaillais là-bas, à 14h, je ne pouvais plus parler. Mon cerveau, il était grillé. Ouais, tu avais tout donné, quoi. Exactement. C'est normal. Et en fait, on s'en fiche. Et à côté de ça, ils m'ont envoyé faire des présentations à Microsoft parce que mon accent français, ils adorent ça. Et mon accent français, c'est sûrement une des choses qui m'a fait le plus avancer dans ma carrière aux États-Unis. Comme quoi la perception des choses. Exactement. C'est ouf. Ça change tout. Ça change tout ton potentiel. Ça change ta carte du monde. Ce qui était impossible, ridicule, devient un atout. Et donc, je peux aller voir ce qui se passe là-bas. C'est marrant parce qu'en France, soit tu parles mal anglais et on se moque de toi, soit tu parles trop bien anglais et on se moque de toi parce que tu te prends pour un Américain et on va te dire arrête de te la péter. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat, c'est pareil avec l'argent. Soit tu es un galérien entrepreneur qui ne sait pas bosser, soit tu es un entrepreneur qui fait trop d'argent et sûrement tu triches et tu le voles à quelqu'un. Tu as sûrement triché. C'est pas facile. Mais encore une fois, changement de perception, top, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'utilise ça pour construire des comportements qui sont utiles, construire une confiance personnelle forte, construire une vision qui dépasse, qui transcende les limites culturelles. Je ne me mets pas en position de victime, c'est trop dur en France,
voilà, la culture, les politiques, ceci, le réchauffement climatique. Non, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'utilise ça pour avancer sur ce que j'ai envie de vivre? C'est marrant, j'en parlais avec un guide il y a 2-3 épisodes qui est à Chamonix, et je lui disais, mais ton métier dans 30-40 ans est quand même voué à disparaître, quoi. Et il me disait, oui, mais en fait, il faut s'adapter. Enfin, on est là de toute façon, donc on va pas non plus se mettre en boule et pleurer. Il me disait, de toute façon, il faut s'adapter, on fera autre chose. Voilà, quoi. Puis on est déjà en train de s'adapter, puisque c'est déjà tu es en train de changer. Donc, c'est clair. Donc, ouais. Et je pense que sur des professions comme ça, c'est intéressant, parce que leur métier, c'est de s'adapter. Tu pars en montagne, tu sais pas comment ça va être. Tu regardes la météo, etc. Mais la météo, elle évolue, la neige, elle change, les conditions, le caillou, il s'effrite. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, ils ont cette résilience en eux. Par contre, il y a plein d'autres métiers qui n'ont pas forcément dans leur ADN cette résilience-là. Et là, il va y avoir de la souffrance, c'est clair. Alors, je rebondis tout de suite là-dessus. Ça me fait penser à l'IA. Je pense que tu pensais à ça. Et donc, effectivement, alors, quand j'en parle avec des amis, je suis surpris du manque de connaissances sur le sujet et du manque de connaissances sur l'impact que ça aura à moyen et à long terme, parce qu'il y a vraiment des métiers qui vont disparaître. Toi, quelle est ta vision là-dessus? Alors, tu as été dirigeant en marketing, en design, et c'est des métiers qui vont être touchés. Tu le vois comment, le futur là-dedans? Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes dans ces secteurs, quoi? Explorer, se former. Encore une fois, soit tu es à une position de victime et tu subis le changement. Et donc, voilà, tu cours après les modifications. Soit tu te dis, voilà, c'est ma responsabilité, le monde est en train de changer, que ça me plaise ou non, à la limite. On s'en fiche un peu pour le moment. Et je me forme et j'essaye d'en faire quelque chose. Donc, c'est une énorme opportunité d'évolution. La création de contenu va perdre de la valeur. La création, le code, à certains endroits, va perdre de la valeur. On va déplacer cette valeur-là. Moi, par exemple, en termes de coaching, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, je pense qu'avec de l'IA, c'est hyper performant. Je pense qu'on peut faire une app, par exemple, pour du coaching, c'est hyper performant. Alors, je ne suis pas en panique, parce que ma valeur ajoutée, je pense, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur appliquer le protocole. Trop bien, applique le protocole. Et derrière, moi, je vais te faire vivre autre chose. Je vais t'amener en montagne, on va parler de ce que tu as envie de vivre. Ça, il n'y a aucune app pour l'instant c'est clair. Qui le fera. Donc, un pas de côté, je vois le truc autrement. Et en voyant le truc autrement, ça me permet d'aller chercher des ressources, des idées, de la créativité, d'explorer des solutions. Mais au final, alors, pour certaines personnes, ça sera de la souffrance, ça sera des changements difficiles. Mais notre monde, il évolue. Il y a 5 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, les choses ont évolué. C'est rien de nouveau. Non, c'est clair. Donc, encore une fois, soit tu le subis, soit tu te dis, ok, cool, un nouveau monde, allons explorer. Ouais, voir ce qu'il y a, quoi, s'adapter. On parlait aussi en off de la progression personnelle, et je te disais, le coaching m'a permis aussi de passer d'une progression linéaire à une progression exponentielle. Qu'est-ce que tu mets toi en place avec les dirigeants pour passer justement d'un état à l'autre, quoi? Alors le mot-clé que tu as dit, c'est progresser. Il y a plein de recettes du bonheur. Pour moi, c'est assez simple. Pas facile, mais simple. À partir du moment où tu progresses, que tu es en mouvement, en exploration, tu te sens bien. Et ça, je l'ai vu sur des centaines de dirigeants. Le résultat comptable, la marge ne change pas, le profit ne change pas. Par contre, comme on change ces sentiments de progression et d'évolution, tout de suite, il y a un bien-être qui arrive. Je ne suis plus justement en train de subir, écraser. Je suis de nouveau debout, en chemin, en train de grandir. Peut-être que pour l'instant, les résultats financiers ne sont pas là, mais ça va arriver. Je reprends confiance, je suis de nouveau en mouvement. Donc moi, le petit tip pour tous les entrepreneurs, les dirigeants, c'est vous vous sentez dans une difficulté, un moment difficile, allez faire une formation, allez apprendre un truc, un nouveau type de livre au hasard, allez grandir quelque chose en vous, peut-être lié au boulot ou pas, on s'en fiche. Là, ça remet en énergie et ensuite, on peut reprendre, tirer le fil à droite, à gauche. Donc ça, c'est un point important sur la performance qui nous nourrit, quoi. Et puis, sur le temps linéaire, effectivement, le mode guerrier, pour moi, il est associé au temps linéaire. C'est-à-dire, je mets un pas devant l'autre et puis j'y arriverai.
Et j'avance, tête baissée, tu vois. Je me reconnais là-dedans. En vélo, moi je fais beaucoup de vélo, c'est le col, allez, un coup de pédale de plus, allez. On regarde le chrono, une seconde, et tu vois, une seconde par une seconde, j'y arriverai. Ouais. Ok, mais là, on est dans le temps long. D'ailleurs, on Très le long. sent. En trail ou en course à pied, là, Ouais. c'est long, les secondes, elles défilent au ralenti. Ouais. Et ça prend une énergie folle. Et à côté de ça, le mode, je pense, explorateur, donc tout ça, c'est pas de moi, hein, c'est Jung, les archétypes. T'es le deuxième qui me parle de Jung dans 2 semaines, non? Ah bah, Jung, c'est la base. Jung, les archétypes, donc t'as le guerrier, t'as l'explorateur, puis t'as même le magicien derrière. Et finalement, là, on saute des étapes. On a des déclics. On a la bonne rencontre. On parle de synchronicité aussi avec Jung. C'est waouh, j'ai capté un truc et cette nouvelle perspective, elle m'amène mais 2 ans devant. Et en fait, ces 2 ans, c'est même pas sur la même timeline linéaire, c'est sur un pas de côté et 2 ans devant. Et il y a des choses qui se passent comme ça. Quand je suis parti de Paris, de mon école, pour travailler à Moser, New York, c'est une autre timeline. Ouais, tu peux même pas le quantifier. En fait, c'est ça, c'est des années, des années. Je suis revenu à Paris en freelance pendant un moment. Et en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui ont fait mon école. Et on sentait le gap. Ouais, un décalage. Ça n'avait rien à voir. J'étais consultant, j'étais payé 1000 balles la journée. Je venais 3-4 jours pour driver l'équipe, faire les changements. Ils avaient fait le même parcours que moi. Ils étaient dans l'équipe de production. Et donc, c'est pas une sorte de, de comparer c'est bien mal. C'est qu'on comprenne ce côté non linéaire. Et ça, c'est imbattable avec le côté guerrier. C'est imbattable. Mode explorateur, il faut qu'on le retienne. Et en fait, pendant que tu parlais, j'ai enfin saisi les archétypes de Jung. Tu sais que c'est le mode explorateur, c'est le mode sur lequel on s'est basé pour Cairn. La boîte qu'on est en train de lancer. C'est intéressant. Et il y a The North Face dedans, Jeep, ce genre de marques qui sont dedans. Et donc nous, on va essayer aussi de se mettre là-dedans. Mais en fait, c'est pas parce qu'on le veut, c'est parce que naturellement, c'est nous, en fait. C'est ça, pour être aligné. Exactement. Puis Charles, mon associé, est alpiniste aussi. Donc ça vient de là. Et pour moi, tu t'appuies sur le... je trouve qu'il y a une certaine progression du mode guerrier de temps en temps, puis tu arrives aux limites de cet archétype, et donc tu enrichis avec le mode explorateur, où tu refais de la place au mode explorateur, et puis il y a le mode magicien. Et là, on rentre dans quelque chose de plus subtil, et je pense que le magicien, c'est celui qui va faire beaucoup de place à tout ce qui t'entoure, aux opportunités extérieures, et être plutôt dans cette ligne de crête d'observation et d'aller mettre l'action juste. Pour moi, les arts martiaux, on est entre l'explorateur et le magicien, c'est-à-dire le but, c'est pas de tout dégommer, c'est d'être juste dans une certaine fluidité, de mettre le bon coup au bon moment. Il y a une économie d'énergie, et pourtant on parle de performance. Mais pour moi, dans la performance, il y a la justesse. Et ça, tu vois, les arts martiaux, c'est beaucoup ça. Et c'est ce magicien-là. Et donc, il va avoir beaucoup plus de résultats avec beaucoup moins d'énergie et avec un temps très court. Et pour moi, c'est la seule explication aux gens qui réussissent, encore une fois, entre guillemets, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. C'est pas en travaillant 1000 fois plus, c'est pas possible. J'ai des dirigeants que j'accompagne, ils veulent faire 10 fois plus de chiffres et leur stratégie, c'est de travailler 10 fois plus dur. Mais ils sont déjà à fond. Ils sont déjà presque cramés. Donc, ça marche pas. Clairement. Donc on voit bien qu'il y a une autre approche qui est dans une certaine efficacité. Trop bien. C'est marrant parce que tu vois, tu parles beaucoup d'effort et d'efficacité. Difficile à trouver, hein, le couple, en tout cas l'ajustement parfait entre les deux. Si on essaie d'aller un peu très terre à terre, tu vois, dans une semaine, est-ce que tu conseilles aussi sur la productivité, l'organisation, pour justement éviter ce côté de se cramer? Parce que moi, il y a une époque, il y a, je sais pas, 5 ans, je travaillais de 8h à minuit. C'était à peu près ça. Et après, je courais à 6h. Et le week-end, j'essaie de dormir un peu et de courir, évidemment. Mais tu tiens pas longtemps quand tu fais ça. Et en fait, c'est contre-productif au bout. Tu mélanges tout à la fin. Donc toi, est-ce que tu as des conseils aussi là-dessus? Je prends toujours l'image d'une armoire en bordel ou des étagères en bordel. Si tu les ranges hyper bien dans des petites boîtes, etc., je te parie que 2 semaines plus tard,
il y a encore plus de choses dessus. Tu vois. Ouais. Et je trouve qu'on a associé le côté organisation avec productivité, résultat et bien-être. Et pour moi, non, il y a l'organisation pour que tes étagères, ton armoire, elles soient bien organisées. Super, ça fait du bien. Et puis, il y a le côté, j'ai pas d'autre mot, mais silence. Ça, je pense que cette justesse-là de l'explorateur ou du magicien, elle vient du silence. Pour créer du silence dans sa vie, c'est mieux, c'est bien organisé. C'est bien dans des boîtes, etc. Un agenda, 8h midi, etc. Voilà, ça c'est bien. Par contre, ça n'est pas un prétexte pour en mettre encore plus. Quand je range bien une étagère, soit je garde du vide, soit j'en mets encore plus. Si j'en mets encore plus, ça ne va pas m'aider. Je vais me cramer quand même, de manière organisée. Mais cramer quoi. Voilà, burn-out organisé, tu vois, clean, un lean burn-out. Okay. Par contre, de bien organiser, ça va te permettre de faire du silence, du vide. Et pour moi, ces sauts dans le temps, ces avancées, cette créativité, elle vient du silence et du vide. Tu l'as sûrement, c'est comme la course à pied. Tu peux le faire dans un certain silence vide et avoir des idées. Tranquille. Ou tu peux le faire en mode guerrier, fractionné, je regarde mon chrono, et là, il n'y a pas de place pour ces idées, etc. Donc, ce n'est pas tellement ce que tu fais, si organisé ou pas. Pour moi, c'est plus cette notion de vide et d'espace. Et d'ancrer. Voilà, qui va permettre de trouver, on peut rentrer dans un grand débat mystique, mais de trouver, de connecter, de générer, de faire germer des nouvelles idées. Et c'est ces nouvelles idées qui vont amener des nouveaux résultats. Pas les idées derrière le bureau. Je connais aucun entrepreneur qui a eu ces grandes idées derrière un bureau. Alors, clairement. Mais moi, je pensais avant qu'il fallait être derrière l'ordi pour travailler, trouver des meilleures idées du monde et aller sur Internet et chercher des trucs. En fait, quand je promène mon chien et quand je vais courir, tranquille, hein, c'est un rythme où je peux réfléchir vraiment sur le boulot. Franchement, t'as des flashs. Et parfois, tu les veux même pas, tu sais. C'est juste, ça traverse l'esprit, tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est ça que je dois faire, quoi. Donc c'est créer de l'espace. Mais c'est contre-intuitif parce que c'est difficile hein, quand tu crées une boîte. C'est contre-intuitif parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Mais je pense que finalement, même si on a une approche très pragmatique, de se dire quand je suis en mouvement, j'active tout mon système nerveux. Donc j'ai accès aux neurones qui sont dans mes intestins, dans mon cœur. Plein de neurones aussi là-dedans. Et finalement, en faisant bouger tout ça, en montant un peu l'énergie dans tout ça, il y a des nouvelles connexions. Il y a plein d'études qui montrent ça. Des neurones longs, en fait, qui vont connecter des parties qui ne se connectent pas d'habitude. Putain, ok, super intéressant. Et le reste du temps, derrière l'ordi, c'est le cerveau gauche. C'est une simplification, mais on va dire cerveau gauche. Ouais. Et là, je fais que découper et redécouper ce que je sais déjà. Il n'y a pas de créativité là-dedans. Il y a de l'organisation, de l'optimisation, très cool. Mais il n'y a pas une connexion entre deux choses complètement différentes qui font que mais oui. C'est vraiment de l'exécution, le cerveau gauche, quand tu es derrière l'ordi. Et c'est utile. Ouais, c'est utile. Par contre, sur des petits créneaux. Ok. Mais la montagne, c'est fabuleux pour ça. Hein. Ouais. Puis il y a plein de choses qui se passent dans le système nerveux en montagne. Ton champ de vision il s'agrandit et donc ça active pas du tout les mêmes parties de ton cerveau. Donc quand tu es sur un écran, tu vois un petit truc comme ça, c'est terrible, les téléphones aussi on est comme ça. En montagne, tu vas avoir en fait des grands paysages et donc ces grands paysages avec plein de profondeur de champ vont te permettre aussi d'accéder à plus de profondeur et des grands territoires à l'intérieur de toi. Wow. Il y a un miroir qui s'opère entre ce que tu fais et ce que tu vis à l'extérieur et puis ce qui va se passer à l'intérieur de toi. C'est pour ça que j'amène aussi les dirigeants en montagne. C'est trop bien. Là, tu viens de me mettre une claque avec ça. Ok, incroyable. Je vois que le temps est passé vite. Adrien, j'ai 2 questions pour terminer l'épisode en général. La première, c'est, alors on en a parlé justement des géants et des modèles. Qui sont toi tes géants, si tu veux en citer quelques-uns? J'en ai plein. La personne avec qui je travaille le plus en ce moment, c'est Davy Villanueva, qui est le fondateur de Slow Coaching. Et vraiment, c'est toujours une inspiration de l'écouter. Il a un podcast aussi. On a des discussions quotidiennes où ça fuse. Et c'est vraiment un plaisir. Et puis, j'ai beaucoup échangé, passé du temps avec Nicolas Aignan aussi et sa femme, et qui ont aussi une vision du monde et une vision de l'entrepreneuriat et de la vie et de la parentalité qui m'inspire beaucoup.
J'ai écouté un podcast de lui, ça a l'air d'être un personnage. Ouais, c'est un personnage. Et ça, j'adore, aller chercher la diversité. Ouais. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 10 géants qui s'entendraient bien. Ouais, oui, d'accord. Tu vois, parce qu'encore une fois, est-ce que ça ouvre de nouvelles portes? Et j'adore, c'est le mode explorateur, avoir des géants qui sûrement ne s'entendraient pas, qui ont des visions fortes, différentes. Et moi, je vais aller pouvoir prendre ce qui me va pas et créer ma propre carte du monde. Ton staff un peu... Exactement, ils bossent tous pour moi, ils ne sont pas au courant. Ouais. Bah, c'est ça, hein, quelque part. Exactement. Et la deuxième question que je pose en général, c'est de quoi rêves-tu maintenant? C'est une bonne question. Pour moi, c'est l'impact. Je rêve de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui avec 10 000 entrepreneurs et dirigeants. Okay. Parce que le plaisir que j'ai, tu vois ce que tu viens de dire, waouh, tu as dit cette phrase, ma vision du monde vient de changer. Et donc, je suis guide de moyenne montagne aussi. Okay. C'est la même chose. Si tu fais une sortie avec moi, un accompagnement en montagne ou entrepreneurial, et qu'à la fin, tu me dis, tiens, ma carte du monde a un peu changé, elle est un peu plus grande, t'as tout gagné, quoi. C'est génial. Trop bien. Et ben écoute, on te souhaite d'accompagner des milliers de dirigeants. Merci Adrien, c'était trop cool. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.